s'asseoir parce qu'on va commencer le débat autour de l'intelligence artificielle. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de jour où on ne lise pas des articles soit totalement enthousiastes, soit alarmants sur l'IA. L'intelligence artificielle nous sauvera, au contraire, elle nous détruira. On entend tout et son contraire. Vous avez tous entendu parler du pape Pompidou, là sur l'image, et dissertes faites avec ChatGPT. Plus inquiétant, le phénomène de l'explosion de l'intelligence qui renverrait l'humanité à des temps préhistoriques, en tout cas qui reléguerait à un rang inférieur. Qui croire? Que croire au sujet de l'intelligence artificielle? Par chance, on a ici deux des plus grands experts du sujet. Vivien Garcia, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste des questions d'éthique, de politique et de nouvelles technologies. Vous enseignez à la faculté de médecine de Lorraine, si je ne me trompe pas. Et votre essai, Que faire de l'intelligence artificielle, est un des essais qui a été vraiment salué par la presse comme justement un de ceux qui étaient les plus modérés et les plus justes, qui justement ne prenaient pas un parti délirant dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument lire cet essai pour être au courant de ce qui se passe à notre époque. Bruno Marcof, vous êtes ici comme romancier, mais vous avez travaillé 12 ans comme consultant en intelligence artificielle et stratégie d'innovation pour des grandes banques, pour des entreprises du CAC 40. Et ce roman est fondé sur votre pratique, c'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment que votre personnage partage beaucoup et reflète ce que vous avez vécu dans cet univers extrêmement spécial. Et là, ça n'est pas juste le regard d'un expert sur la technologie elle-même, mais sur où se fait, comment se conçoit, comment est utilisée cette technologie. On est vraiment dans les sphères secrètes auxquelles nous, communs des mortels, n'avons pas accès. Donc c'est vraiment deux livres intéressants. Alors la première chose que je voulais dire, parce que j'ai peur d'oublier, pour le livre de Vivien Garcia, rien que pour le glossaire à la fin, qui explique les termes techniques dont on a besoin pour parler de l'intelligence artificielle, rien que pour le glossaire, ça vaut la peine d'acheter ce livre. Parce qu'il est très pédagogue, il est enseignant, et il sait nous expliquer des choses que je n'avais absolument jamais comprises, et que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, vous avez peut-être des réponses à tout ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose à ces choses obscures. Alors, déjà, peut-être pour lancer le débat, aujourd'hui, quel est votre regard sur cette technologie qui a tout simplement évolué entre le moment où vous avez publié le livre et aujourd'hui, ça va tellement vite? Vivien, peut-être? En réalité, elle n'a pas tant évolué que ça. Bien sûr, il y a des choses on a vu apparaître des modifications, des architectures, etc. Mais c'est quelque chose de l'ordre, si je dirais, peut-être des possibilités nouvelles, certes, mais qui n'est pas absolument inédit. Et c'est un peu pour ça, comme ça permet de revenir sur le livre. L'idée de ce livre, c'était justement de vous montrer qu'il y a des espèces on s'intéresse à l'intelligence artificielle, il y a, je vais dire ça grossièrement, mais il y a des espèces de concepts qui sont stables depuis les émergences de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les années 50, c'est par Antoine qui est né, et qu'on tourne autour de ces mêmes concepts, alors après avec bien sûr des subtilités techniques, etc., dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais il n'y a rien d'absolument inédit depuis la sortie de ce livre. Ça,
vrai que j'ai envie de dire que c'est un livre plutôt rassurant, alors que le vôtre est plutôt inquiétant malgré tout. Je ne vous ai pas laissé parler peut-être sur... Oui, je m'entendais. Oui, parlez bien dans le micro. Oui, tout à fait. Et c'est ce que dit Vivien et que je rejoins complètement peut nous amener à nous demander ce qu'est l'intelligence. On a si peur de s'extasier autant en ce moment, puisque tout dépend de la manière dont on définit l'intelligence. Mais par exemple, dans la manière dont on définit l'intelligence d'un enfant, mon enfant est très intelligent, généralement il va être très fort en maths, très bon en calcul mental, il va retenir très vite sa leçon, il va faire des liens entre des concepts. Alors dans toutes ces capacités de l'intelligence, en fait, l'informatique est plus performante que l'humain depuis très longtemps. On n'a pas attendu les LLM et ChatGPT et Midjourney pour avoir un décrochage, ce qui est bien normal. On concentre de l'énergie et de on concentre de l'énergie et de la matière pour voilà, rendre ces dispositifs évidemment plus performants sur certains critères choisis de l'intelligence. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ait autant de discussions et qu'on ait l'impression de passer dans un autre moment de l'intelligence artificielle? C'est, je sais que vous êtes d'accord, une intelligence artificielle un peu plus spectaculaire dans laquelle on rentre aujourd'hui. C'est un spectacle d'ailleurs qui offre un renouvellement très renouvelé, très fréquent, c'est-à-dire que toutes les semaines, à peu près, on a un nouveau dispositif qui sort. Et ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est que ça imite quelque chose qu'on croyait être un peu la démonstration ultime de notre intelligence, qui est la manipulation de langage complexe, le fait de parler, d'utiliser les mots, le fait d'utiliser les images, le fait de chanter, le fait de créer de la musique. Donc toute cette catégorie de l'encryption de l'information dans des langages, et du coup ça casse une espèce de discernement qu'on pouvait avoir. On voyait bien que la machine était intelligente, mais tant qu'on ne pouvait pas avoir une conversation et qu'on ne pouvait pas projeter un comportement humain sur elle, on avait encore à peu près le discernement de se dire je vois quelle intelligence elle a et quelle intelligence elle n'a pas. Et là, on rentre dans une ère de grande confusion, puisque le langage, c'est vraiment ce qui nous évite le mieux. Et donc, alors, c'est étonnant parce que vous avez parlé vous avez utilisé le mot spectaculaire, ou non, et la première question que je voulais vous poser, Vivien, c'était justement sur cette notion de spectacle. Et j'étais très surprise en lisant votre premier chapitre qui s'intitule L'intelligence artificielle entre science et spectacle. Et vous partez sur cette notion qu'on dit souvent, de nommer, au sujet de l'intelligence, c'est qu'il y a une dimension de spectacle, c'est-à-dire de ce qui se donne à voir. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire de quoi il s'agit? Parce que vous faites allusion à quelque chose de très précis. Oui, déjà c'est quelque chose qu'on a avec les objets techniques bien avant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a l'intuition que la technique, elle serait davantage liée aux sciences, etc. C'est un peu le discours commun là-dessus. Et en réalité, la technique a toujours une partie liée avec une dimension de spectacle. Et quand on peut penser par exemple aux automates, la tradition des automates. Ça, je parlais de ça parce qu'il faut que vous nous expliquiez cette histoire d'automate qui est très très éclairante pour comprendre d'où on est parti. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y connaît rien, l'intelligence artificielle, c'est tombé du ciel, et vous, c'est quand même rassurant et intéressant parce qu'on voit l'évolution, comment tout ça s'est construit. Oui, alors l'exemple que je prends dans le livre, c'est donc ce qu'on appelle le turc mécanique. C'est un faux automate d'ailleurs, parce que c'est une supercherie, donc inventé par Aaron Kaplan, qui était un automate pour jouer, qui jouait aux échecs. Et en réalité, c'était un arnaque, il y avait une petite porte et une personne de petite taille pouvait se glisser et contrôler l'automate pour pouvoir jouer aux échecs et il était exposé dans toutes les cours européennes, etc. Et cet automate-là, alors je l'ai repris, c'est pas le fait de reprendre cette figure et de la lier à l'intelligence artificielle, ça c'est pas moi qui l'ai fait, on le trouve souvent dans des textes aujourd'hui qui sont
qui réfléchissent autour de l'intelligence artificielle pour dire, bah oui, mais en fait, on voit la machine qui fonctionne, mais cette machine, notamment, il a fallu l'entraîner pour ses données d'entraînement, il a eu besoin d'un travail, et donc c'est toute cette partie qui est masquée, cette figure est reprise pour dire, il y a un parallèle qui pourrait être fait, jusqu'à une certaine limite. Cette figure, j'ai voulu la reprendre à mon compte, plutôt que répéter ce qui était déjà dit. Bah, déjà, ce qui m'a interpellé, c'est que c'était une figure littéraire qu'on retrouvait, parce que par exemple, Edgar Allan Poe croise ce turc mécanique et trouve presque la supercherie, quelque chose près, il a compris comment ça fonctionnait. C'est une figure qui est reprise par Walter Benjamin. Sur cette histoire, c'est une figure qu'on retrouve souvent. Et en fait, moi, je l'ai mise en parallèle, et je reviens au concept d'intelligence tel qu'il était évoqué juste avant. Parce que bon, le concept d'intelligence, il n'y a pas de définition de l'intelligence. Les psychologues se sont cassés la tête sur la question de l'intelligence, ils ne se sont pas mis d'accord sur une définition. Alors, comme on ne s'est pas mis d'accord sur des définitions, on s'est dit on l'a mesuré. Bon, bah, c'est pareil, il n'y a pas une mesure qui fait l'unanimité chez les psychologues pour mesurer l'intelligence. Donc, il y a quelque chose de nébuleux autour de cette notion d'intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux origines, aux sources de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la place de l'informatique, et notamment chez Alan Turing, le grand mathématicien Alan Turing. Alan Turing il se pose plus ou moins la question, alors il ne parle pas d'intelligence, mais sur la question de qu'est-ce que c'est la pensée, quoi. Et il se pose la question, il intitule un de ses articles, est-ce qu'une machine peut penser? Et en fait, la réponse qu'il donne à est-ce qu'une machine peut penser, c'est pas une réponse oui, non, une définition, etc. Il imagine un dispositif. Il imagine un dispositif qu'on appelle aujourd'hui communément le test de Turing, que lui appelait le jeu de l'imitation. Il dit, imaginons que, alors c'est pareil, c'est un dispositif qui a eu toute une histoire, et après je vais pour la faire rapide. L'idée c'est vous communiquez face à alors, une espèce d'ordinateur, d'accord, un télétexte, une espèce d'ordinateur, et puis à l'autre bout de la ligne, vous avez soit une personne humaine, soit ce qu'on appellerait aujourd'hui un chatbot. Bon. Et vous ne pouvez pas savoir, hein, vous ne voyez pas s'il y a véritablement un humain ou un chatbot, etc. Et le truc de Turing dit, à partir du moment où, si on n'a pas d'indice sur ce qui se passe de l'autre côté, la machine peut se faire passer pour humaine. Bon, le jeu d'imitation est rempli, pourquoi pas dire qu'elle réfléchit. Et je termine là-dessus, si vous regardez cette situation-là, en fait cette situation-là proposée par ce mathématicien le plus sérieux du XXe siècle, c'est un spectacle qu'il est en train de monter. Et il y a un parallélisme de forme entre le turc mécanique, cette espèce d'arnaque, supercherie automatique, et le test qui est proposé pour dire on va pas répondre à la question est-ce que les machines pensent, mais si ce jeu de l'imitation est réussi, on pourrait supposer qu'elle pense. Qu'elle pense. Alors, je rebondis sur la notion de spectacle, parce que dans votre roman, Bruno, tout est apparence, tout est donné à voir et tout est trucage. Donc on a l'impression que dans la narration même de cette fiction que vous avez inventée, vous avez intégré cette notion de spectacle, c'est-à-dire de quelque chose qui se crée pour se donner à voir, comme le personnage se crée lui-même. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un parallèle que Victor fait aisément, je pense, entre le personnage principal, Victor, qui est un jeune surdoué de l'intelligence artificielle, ce qui va lui permettre de grimper assez vite les échelons du système dans lequel il s'infiltre, et l'objet de son talent, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un homme un peu fonctionner comme un algorithme, c'est-à-dire observer les gens qui évoluent autour de lui, en l'occurrence au départ des consultants en stratégie, donc un certain modèle de la réussite, des gens qui ont fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs brillantes et qui continuent de grimper les échelons à un rythme qu'on considérerait tous comme
très rapides, hein, on les appelle d'ailleurs les fast track, ceux qui sont sur les voies rapides vers le succès. Et donc il observe leur comportement. Alors on est loin d'être que dans de l'intelligence, on est aussi dans des postures, du savoir-être, comme ces cabinets les appellent. Et donc le jeu de mon personnage va être effectivement un peu à la manière d'un algorithme, se nourrir de toutes ces données d'entrée qui sont perçues par ses sens, donc notamment voilà, la manière de se comporter, le langage qui est utilisé, les rapports de domination sous-jacents et qu'est-ce qui permet de les traduire. Donc au lieu de se poser la question de ces rapports de domination et cette force ou cette valeur ressenti d'un personnage est lié à son talent, son intelligence, un quelconque mérite derrière. Mon personnage une histoire familiale particulière, c'est tout de suite que ça n'est pas cette question-là et que ces choses-là, en fait, ne sont pas seulement des manifestations, mais des facteurs de succès qu'il faut maîtriser. Donc il va se fixer pour objectif de les imiter et de les reproduire, de jouer à ce jeu d'imitation dont on parlait déjà à la naturelle, et savoir satisfaire. C'est ça qui est fascinant dans cette rencontre, hein, c'est qu'ici on a un théoricien qui nous explique avec beaucoup de pédagogie comment s'est créée l'intelligence artificielle, et là on a quelqu'un qui a vécu cette expérience, qu'on a fait un roman d'ailleurs éblouissant par le style, il faut le dire au passage, au cas où je dis, mais avec cette virtuosité fait que le personnage, qui est donc surdoué spécialiste en IA, est lui-même une sorte d'intelligence artificielle et qu'on le voit fonctionner comme tel. C'est-à-dire que toute nouvelle data, toute nouvelle donnée, le transforme petit à petit. Et ça, c'est un des secrets. Je voulais d'ailleurs qu'on lise un passage pour que vous vous rendiez compte. Donc là, il est dans un cabinet, il est chez des clients qu'il va conseiller et qui ne comprennent pas, c'est tellement complexe l'IA que le client lui dit écoutez, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer ça en termes simples parce que je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me vendre. Ce matin, tandis que je leur présente mon travail, Aude et Jules ont la bonne idée d'endosser le rôle de client particulièrement imbuvable. Pour éprouver, j'imagine, la robustesse de mes explications. Peut-être pour le plaisir. Quoi qu'il en soit, je ne peux jamais finir une phrase sans me faire interrompre. Écoutez, je ne comprends rien à votre jargon là. Expliquez-moi comme si j'avais 8 ans. Je me cramponne aux accoudoirs de mon siège, respire un mot. Justement, une intelligence artificielle, c'est comme un enfant à qui vous souhaitez enseigner quelque chose de très spécifique. Par exemple, à deviner l'âge des personnes qu'il rencontre. D'abord, vous lui montrez des dizaines, des centaines de visages, en lui précisant à chaque fois leur âge. Automatiquement, son esprit va construire un modèle lui permettant d'estimer l'âge d'une personne en fonction de plusieurs variables. Rides, teint de la peau, couleur des cheveux. Les deux prennent des notes pour pouvoir réviser leur leçon puis la réciter par cœur demain matin. Avec le temps, l'enfant va rencontrer des centaines de nouveaux visages et tenter de deviner leur âge. Parfois, il se trompera. Vous corrigerez alors sa réponse et chaque erreur lui permettra d'affiner son modèle. Peu à peu, ces variables deviendront plus complexes, moins catégoriques. À partir d'un sourire ou d'un regard, il essaiera d'imaginer son vécu, son histoire, son rapport au passé, à l'avenir. À force d'apprentissage, ses prédictions gagneront en précision. Il détectera des indices insoupçonnables que vous-même n'auriez jamais pu voir. C'est normal, il aura été entraîné pour ça. Je me tais pour apprécier le silence et le visage studieux de Jules penché sur son petit carnet. Aude, elle, se relie en fronçant les sourcils. Son personnage de cliente imbuvable n'a pas tout compris. C'est bien beau, mais quel rapport avec ce pourquoi je vous paye? Eh bien moi, j'entraîne mon algorithme à reconnaître des fraudes bancaires. Je lui montre des milliards de chèques et de virements, dont une infime partie seulement sont des fraudes avérées. Alors, il construit un modèle estimant la probabilité qu'une transaction soit frauduleuse, en fonction de milliers de variables. Montant, jour de la semaine, fréquence, pays d'émission, de destination, libellé de l'opération, etc.
Au fur et à mesure, son modèle s'affine et détecte des fraudes de plus en plus sophistiquées. Tout est intéressant. Tout est intéressant. C'était vraiment un crève-cœur où je vais lire les passages. Alors Vivien, vous faites démarrer l'intelligence artificielle bien avant ce qu'on imagine. Nous, on a l'impression que c'est un truc qui est quand même un peu tombé de l'armoire il y a quelques années. Et vous, ce qui est un peu rassurant, et puis surtout ce qui est roboratif, parce que ça nous donne des outils pour le penser, vous le faites démarrer de façon surprenante en 1956 au cours d'un colloque de scientifiques qui a été sans doute quand même un tournant de notre histoire, en tout cas de notre rapport à la science. Ce que c'est ce colloque. Oui, alors, sur une petite précision, je ne vais pas débuter, en tout cas c'est l'origine du terme. C'est l'origine du terme parce qu'en fait on pourrait dire qu'il y a déjà les prémices de l'intelligence artificielle qui sont déjà là. Il y a différentes émergences, mais c'est là où c'est le moment où le terme est inventé. C'est plus exactement, alors l'année à 55, le colloque est en 56, dans la proposition de cet atelier scientifique d'été, donc au collège aux États-Unis. C'est une proposition qui est faite par John McCarthy, Claude Shannon, Didier Shannon, etc. Et à l'origine, leur idée, ce qu'ils le vendent à la fondation Rockefeller, je veux dire, ils cherchent un financeur et c'est pas. Et puis, il faut voir aussi, quand on parle à un financeur, il faut savoir, j'imagine que vous savez ce que c'est ici, il faut savoir vendre les choses. Nous ne le savons pas, nous n'en avons pas. Vous allez le découvrir, il va falloir trouver un terme vendeur, mais en tout cas, intelligence artificielle, parce que ce n'est pas des recherches, les recherches qui sont proposées lors de ce colloque-là, le sujet n'est pas absolument inédit, c'est-à-dire c'est des choses qui existent déjà, on va dire, dans le monde des mathématiques, de la cybernétique, cette science interdisciplinaire qui explose aux États-Unis juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée est véritablement, donc, il propose cet atelier scientifique où il se donne comme objectif de, alors je ne cite pas, mais grosso modo, l'idée c'est de produire des machines capables d'accomplir des tâches généralement réservées aux êtres humains. Chose. Donc il y a une comparaison, la comparaison avec l'être humain et ce que peuvent faire les êtres humains, sous-entendu des tâches considérées comme intellectuelles, donc pas des tâches physiques, etc. Donc entre parenthèses, ce que vous voyez là, c'est que cette dimension de la comparaison, c'est encore toujours la même chose qu'on retrouve, d'où cette dimension spectaculaire, mise en scène dans la comparaison, qui est tout le temps renouvelée. Et deuxième chose, des machines aussi qui seraient capables d'apprendre. Donc c'est les deux objectifs. C'est des gens qui, la plupart, ils ont des perspectives de recherche qui ne sont pas absolument nouvelles. Ils ne vont pas résoudre l'objectif qu'ils se donnent, ils ne vont pas y arriver en un été, ça c'est clair. Mais en fait, ça a donné lieu à la création d'une espèce de complexe technique et scientifique qui porte aujourd'hui le nom d'intelligence artificielle et finalement les hypothèses initiales qui sont travaillées sont encore les hypothèses qui sont celles. Alors, ce qui est quand même incroyable, disons à partir de ce colloque, c'est qu'il y a des thèses assez vertigineuses quand même qui en émanent. Par exemple, le cerveau, si je parle du cerveau humain, est considéré comme une machine à calculer et l'ordinateur comme une machine logique au même titre que l'esprit humain. Et moi, ce que je trouve vertigineux, c'est le au même titre, c'est-à-dire différent, mais au même titre. Ça n'est pas la même intelligence, c'est une autre intelligence, enfin je ne sais pas si je le comprends bien, mais c'est ce au même titre que je trouve vertigineux. Alors, ça c'est une question difficile. Ok. Non, mais je vais essayer de t'expliquer rapidement. Si j'y arrive pas, je suis désolé, mais il faudra acheter le livre, puisque je l'explique là-dedans. Alors, il y a deux modèles, grosso modo, de l'intelligence artificielle.
artificielle, le modèle symbolique et le modèle connexionniste. Le modèle symbolique, c'est celui qui a dominé pendant les premières années de l'intelligence artificielle. Et il est produit, l'idée, il est fondé sur la logique, sur le raisonnement logique. Et pour ce modèle symbolique, l'intelligence, c'est la manipulation des symboles, la manipulation logique des symboles. Ça a duré pendant des années. Il y a une autre hypothèse qui existe déjà au début, qui est l'hypothèse connexionniste, la fameuse hypothèse des réseaux de neurones. Ouais, c'est ça. Le neurone serait une machine logique, des réseaux de neurones. Alors je vais aller vite là-dessus, mais ces deux hypothèses-là, donc aujourd'hui, pour le dire vite, c'est le connexionnisme qui a le vent en poupe, l'intelligence artificielle symbolique qui était à la mode autrefois, c'est vraiment portion congrue, maintenant c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ça c'est beaucoup compliqué, mais dans les deux cas, il y a une hypothèse, c'est pour ça aussi que quelqu'un qui fait de la philo peut discuter avec l'intelligence artificielle, parce que dans les deux cas, il y a des hypothèses philosophiques sur ce que c'est que l'intelligence, ou ce que c'est que penser, ou ce que c'est que le cerveau. Et ces hypothèses sont, dans le cadre de l'intelligence artificielle symbolique, c'est de dire peu importe la machine matérielle sur laquelle vous faites tourner ce traitement symbolique. Par exemple, Minsky, qui est une des célèbres figures de l'intelligence artificielle symbolique, qui parlait du corps humain comme une meat machine, une machine de viande. Et donc, ça c'est la machine physique, mais la machine physique, c'est pas important, puisque ce qui est important, c'est les fonctions qu'elle peut réaliser. Et il y a une idée que, de toute façon, l'esprit humain, chez les symboliques, l'esprit humain, ce serait la capacité à appliquer des fonctions. Vous voyez, en fait, le raisonnement, ce serait l'application de fonctions. L'intelligence, ce serait l'application de fonctions. Chez les connexionnistes, on a complètement autre chose. Les connexionnistes, ils ne s'intéressent pas, ils ne partent pas de l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, ils partent du cerveau. Ils partent du cerveau et ils se disent, il faut qu'on fasse une machine, il faut imaginer, le terme de machine est particulier. En tout cas, il faut prendre modèle, on pourrait dire, d'une certaine manière, sur le cerveau. Et donc, sauf qu'on est en 56. La connaissance du cerveau, aujourd'hui, la connaissance du cerveau humain, c'est c'est très obscur, quoi. Je veux dire, personne n'a percé les secrets du cerveau humain. C'est absolument faux, on n'a pas de connectome complet du cerveau humain. Le connectome complet, et toutes les connexions entre tous les neurones, le plus complet qu'on ait, ça date de 2023, c'est celui d'une larve de mouche. Donc, vous voyez, même si on pouvait le cartographier, on y est vraiment loin. Donc, en 56, il y a cette hypothèse du réseau de neurones, mais c'est une hypothèse qui est comment dire, c'est une généralisation, mais qui n'est pas fondée sur une compréhension fine du cerveau. Et l'idée, c'est de dire, oui, mais en fait, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension fine, on peut en tirer un modèle. On peut en tirer un modèle et savoir grosso modo comment il est susceptible de fonctionner. Donc ça donne le réseau de neurones et ce que je montre dans le livre et qui est à la fois vertigineux, effectivement, pour reprendre ces termes, est complètement étonnant, c'est que la machine, quand on dit la machine, on pense toujours à la machine matérielle, à la machine physique, à l'ordinateur, etc. Alors qu'en fait, la machine, pour les connexionnistes, c'est pas la machine matérielle, c'est le modèle. C'est ce qui peut s'implémenter sur des machines matérielles différentes. Et donc c'est le cerveau, pour eux, est une machine. Et le cerveau est une machine, puisque en fait le cerveau est une implémentation, un type d'implémentation sur du matériau organique d'une machine qui a un modèle logico-mathématique. Et de la même manière que ce serait une implémentation, on pourrait l'implémenter sur des machines non organiques. Alors la dernière question, ce qui m'a frappé dans votre livre, il y avait l'aspect spectacle, mais il y avait aussi l'aspect de tout ce que l'intelligence artificielle doit au monde du jeu. Et du jeu en partant des échecs, puisque même de l'automate dont vous parliez, et aussi beaucoup aux jeux vidéo, et notamment au graphisme, à toute la fluidité qui a été créée dans
dans le monde des jeux vidéo et dans leur logique. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau, de comprendre les liens dans la création de l'IA, tout ce que ça devait à des jeux vidéo. Alors, pour le dire vite, il y a deux choses différentes. Dans l'histoire de l'IA, effectivement, donc les balbutiements de l'IA, en grande majorité, les premiers programmes d'intelligence artificielle étaient destinés aux jeux. Et pourquoi aux jeux? Parce que, en fait, un jeu, vous prenez, alors pas n'importe quel jeu, généralement c'est des jeux à somme nulle avec des deux adversaires, une personne qui perd, une personne qui gagne, on va dire ça rapidement. Et puis les jeux, en fait, ils sont codifiés. Prenez, je sais pas, un jeu, le grand truc, les jeux de dames ou les jeux d'échecs, etc. Vous avez un plateau qui a un nombre de cases qui est limité, défini. Chacune de ces cases, vous pouvez les nommer. Vous avez des coups. Ces coups, ils sont définis. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais pas, le fou aux échecs, il ne peut pas aller tout droit. Enfin, donc c'est extrêmement défini. Et ça évite ce qui se passe dans des situations réelles, et pour parler en termes mathématiques, qui est l'explosion combinatoire. La moindre situation réelle, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses qui arrivent, qui peuvent se passer, qu'il y a une explosion combinatoire. C'est difficile à gérer. Alors qu'un jeu, c'est un cadre limité. C'est une espèce de petit laboratoire. Et donc, l'intelligence artificielle, elle se développe d'abord par, et notamment dans le cadre symbolique, comme c'est basé sur la logique, ça marche bien avec les règles. Ça marche aussi pour encore aujourd'hui, puisque même avec le modèle symbolique, la question de la résolution entre guillemets des jeux est fondamentale. On l'a vu. Alors, si vous vous rappelez peut-être Deep Blue, c'était encore le modèle symbolique. Attends, mais c'est pas trop parce que le Deep Blue, Bruno en parle et je voulais qu'on lise le passage. Alors, je passe sur Deep Blue, on en parlera après. On va lire. La machine joueuse d'échecs d'IBM, qui avait, avec Kasparov, qui avait battu Kasparov sur certaines parties. Bon. Et c'était une forme. Donc là, on était dans l'intelligence artificielle symbolique, et en fait, on a vu avec le jeu de cours et donc maintenant avec les échecs, on peut très bien avoir avec un fonctionnement qui est totalement différent des machines qui jouent aux échecs. 133. Et sur les jeux vidéo c'est un peu différent, c'est pour autre chose. Et là, c'est un truc complètement détourné, c'est pas tant pour les jeux vidéo, c'est parce que les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo en 3D, à partir des années 2000, ils utilisent des cartes graphiques pour qu'on ait de la 3D. Et en fait, il se trouve que un processeur graphique, il permet de faire du calcul distribué. Pas séquentiel, si vous voulez, vous pouvez avoir du calcul distribué. Et en fait, le calcul distribué, ça marche super bien avec les réseaux de neurones. Ce qui fait que par un branchement, mais qui est un branchement qui est quasiment hasardeux, c'est-à-dire à un moment, il y avait des développements, enfin, je explique ça dans le livre, je vais passer vite, on développait certains modèles, notamment de reconnaissance, ce qu'on appelle computer vision, de reconnaissance par l'ordinateur, le gène, etc. Et en fait, les personnes qui travaillaient à ça se sont rendues compte que, en fait, on pouvait améliorer les performances en faisant tourner ces modèles sur des GPU, c'est-à-dire avec du matériel qui était initialement destiné à faire tourner des jeux vidéo en 3D. Donc c'était un usage pas prévu d'avance. Et donc ce qu'on voit, c'est que derrière ce truc, et je m'arrêterai là-dessus, d'une intelligence artificielle, où on dit, oui, l'intelligence artificielle, il y a une espèce d'évolution, cette espèce de schéma historique de l'intelligence artificielle qui serait en progrès constant. Ce qu'on voit, c'est que cette histoire, elle ne se fait pas en ligne droite, elle se fait par à coup, avec des découvertes qui sont, comme là, parfois plus ou moins hasardeuses, et que on a une histoire complètement fragmentaire et pas du tout un truc qui va tout droit et qui irait tellement tout droit qu'on pourrait prévoir ce qui va se passer dans le futur. Alors, dans le livre de Bruno, il y a un passage où justement il raconte le fameux duel avec Kasparov. Et il va lire. J'avais 3 ans quand eut lieu ce match légendaire entre Deep Blue, programme conçu par IBM,
et le champion du monde, Garry Kasparov. Mais cette histoire a baigné mon enfance, mon père la ressortant à peu près une fois par an. Après avoir vaincu l'algorithme en 1996, le Russe avait donné une interview triomphale. La machine possédait certes une puissance de calcul inégalable et une mémoire illimitée, lui permettant d'anticiper une infinité de combinaisons, puis de les comparer à des millions de parties passées. Mais il lui manquait une qualité primordiale, selon Kasparov. Elle ne savait pas faire preuve de stratégie. L'homme, lui, pouvait duper son adversaire en lui offrant une position apparemment dominante pour le piéger sur le long terme. Deep Blue s'était ainsi jeté sur plusieurs offrandes empoisonnées qui avaient causé sa perte. L'année suivante, Kasparov affronte une nouvelle version de Deep Blue, optimisée par IBM. Très tôt, l'algorithme joue un coup étrange, sans intérêt visible ni explication rationnelle. Un coup humain, pense le Russe, qui dès lors se met à douter. La machine est-elle devenue stratège? A-t-elle appris à duper son adversaire? Se persuadant que l'intelligence artificielle est entrée dans sa tête et l'a piégée dans une série de coups qu'elle seule peut prédire, le champion déclare forfait par erreur. Un match nul était encore possible. Kasparov s'en rendra compte, mais trop tard. Le mal est fait, Deep Blue a pris l'ascendant et l'homme ne parviendra plus jamais à le battre. Ce qui vaut pour les échecs vaut pour le poker, comme pour tous les jeux de pouvoir. Partout où il existe une compétition, avec des règles claires et définies à l'avance, il existe un algorithme capable de gagner à coup sûr. Mais le pire, c'est qu'un peu plus tard, IBM expliquera que ce coup humain a été causé par un bug. Deep Blue étant incapable de prendre une décision dans le temps imparti, il a simplement suivi la procédure en jouant un coup aléatoire. Un coup sans intérêt ni explication rationnelle, fruit du hasard, a terrassé les certitudes de l'homme et a retourné sa confiance contre lui. Merci Laurence. Là, on voit vraiment comment l'intelligence artificielle a fait vaciller notre confiance dans notre intelligence naturelle humaine. Et c'est vraiment au cœur de votre livre, Bruno. Donc vous, quel rôle dans votre roman, quel rôle exactement joue l'intelligence artificielle, mis à part le fait que le héros est un expert, est un consultant dans cette technologie? Alors, comment répondre à cette question sans dévoiler la fin? Moi, en tout cas, ce qui m'a... La fin est dingue, il ne faut surtout pas la spoiler. D'accord, alors je m'abstiens. Ce que j'ai voulu montrer, c'est vrai que c'est un thème d'intelligence artificielle qui suscite beaucoup de fantasmes, positifs, négatifs, je l'ai dit. Moi, j'ai voulu évidemment mettre la focale sur les humains qui se trouvent derrière la machine, et aussi un peu sur ceux qui se trouvent devant, c'est-à-dire nous tous, hein, quand on utilise nos réseaux sociaux favoris, quand on utilise n'importe quel service, quand on utilise notre carte bancaire. Il y a des algorithmes de l'IA à peu près dans tout ce qu'on utilise. Donc, et les humains devant cette machine, est-ce que ça génère comme comportement ce qui peut aboutir à certaines situations politiques, hein. On parle de Cambridge Analytica, je ne vais pas parler de la situation actuelle, mais on fera les liens qui méritent d'être faits. Cambridge Analytica, déjà à l'époque, était la démonstration de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On n'était pas à l'époque sur des LLM, mais déjà la capacité des algorithmes à filtrer l'information à laquelle accèdent les utilisateurs a de vraies incidences assez dramatiques sur des choix politiques très forts, l'élection de Trump, le Brexit par exemple. Donc ça, c'est les humains devant.
la part belle de mon ouvrage, c'est sur les humains derrière les algorithmes. Et bah, il y a quelque chose d'un peu intemporel finalement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est presque un prétexte et que derrière, c'est des choses, c'est la communauté humaine, toujours la même. C'est marrant parce que j'avais la question suivante, c'était est-ce que Balzac c'est une référence explicite? C'est vraiment un roman balzacien justement sur une ascension fulgurante sur le goût du pouvoir, sur ce qu'on est prêt à faire aussi pour se faire sa place dans le monde des privilégiés. D'ailleurs, je voulais vous demander d'éclairer un petit peu le titre, qui est un peu mystérieux. C'est quoi ce dernier étage du monde? Il peut y avoir plusieurs interprétations. En tout cas, dans l'imaginaire de Victor, assez vite on comprend que le dernier étage représente un peu ce sommet de la pyramide sociale, économique, qu'il s'efforce d'atteindre, puisque son ennemi, manque de peau, est au sommet de cette pyramide. Donc l'ennemi, en l'occurrence, est le responsable d'un drame familial, et Victor tire toute son énergie dans ce roman de ce drame initial et veut retrouver la trace de sa famille qui, donc, manque de peau, est devenu vraiment quelqu'un de très inaccessible. Donc évidemment, toute cette ascension, cette initiation sert à le rejoindre au dernier étage. Maintenant, oui, alors, il peut y avoir d'autres interprétations. Oui, je fais juste une petite incise parce que, alors on a parlé de Balzac, mais il y a aussi un côté Comte de Monte Cristo, parce qu'il s'agit aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas spoiler, c'est une vengeance absolument machiavélique dans le monde de l'IA. Et c'est ce qui rend le roman passionnant. Notre héros, pour se venger, doit se transformer, il doit pénétrer cet univers pour s'en venger. Et c'est ce qui va le transformer. Donc il y a vraiment ce côté aussi un peu Comte de Monte, une vengeance qui prend son temps, puisque ça va prendre des années. Pour revenir d'ailleurs sur le motif de l'imitation, de la mystification dans le Comte de Monte Cristo, c'est très présent aussi, c'est comment avancer caché, masqué, etc. Et finalement, l'IA, en tant que, ce motif des humains qui se trouvent derrière, sert un peu de masque aux intérêts économiques de beaucoup d'entreprises qui la développent et qui s'en servent comme un outil pour avoir des impacts, parfois l'influence sur le quotidien, sur notre envie de consommer tel ou tel produit, peut-être pas les besoins, ou notre envie de penser des choses plus ou moins polarisées, ou de consommer un certain type d'informations peut-être un peu plus facile à digérer pour nous parce qu'on est déjà à peu près convaincu plutôt que de s'ouvrir à des informations différentes. Il y a une intentionnalité qui est cachée puisqu'on passe notre temps à débattre. L'IA veut-elle notre bien, veut-elle notre mort, nous sauvera-t-elle de nous-mêmes? Mais l'IA, c'est nous. En tout cas, c'est un certain nombre d'humains derrière. Et puis, dans ces données d'apprentissage, c'est aussi que de l'humain. C'est ça. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que, alors, vous parlez beaucoup justement de la capacité de l'IA, de sa capacité de nuisance, à influer sur la désirabilité. Alors, on parlait de politique, on parle de marques, dans les réseaux sociaux, et c'est peut-être ça la plus grande inquiétude, c'est comment l'intelligence artificielle peut nous rendre désirables des choses qui ne l'étaient pas automatiquement. Et alors, je disais des choses, mais aussi, ce qui est fascinant dans le roman, c'est la façon dont votre héros lui-même va se métamorphoser en comprenant où sont les mécanismes de désirabilité. Et il va se transformer. Donc, quel rôle peut avoir l'IA là-dedans? Justement, là, pour le coup, c'est le côté intemporel. C'est-à-dire que c'est des choses qui préexistent à l'intelligence artificielle. L'IA ne nous a pas rendu narcissique ni mesquin quand il y a des enjeux de pouvoir à proximité, etc. Et donc c'est un accélérateur pour un masque. C'est un accélérateur. Et un masque. C'est peut-être la partie la plus fascinante, c'est que elle donne l'illusion que ces comportements sont déshumanisés. Or, les algorithmes dont mon personnage parle et qu'il utilise pour faire et défaire des réputations, faire et défaire la désirabilité de personnes, de marques, de candidats politiques, ce sont quand même des intentions humaines. Et la manière de déformer la réalité aux yeux des utilisateurs, l'IA n'est qu'un outil.
aux mains d'une intention bien. C'est pour ça que j'avais trouvé vraiment fascinante la coïncidence avec le début du livre de Vincent Garcia, où il parle de ce Mechanical Turk, qui est en fait une supercherie, parce que derrière ce qu'on croit une machine miraculeuse, il y a juste un nain caché dans ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'humain au fond derrière la machine. C'est la phrase d'un personnage de mon livre qui peut ressembler éventuellement à Peter Thiel, à choisir, hein, et qui dit effectivement il y a finalement toute technologie est un truc mécanique, dans le sens où il y a toujours effectivement une intention humaine derrière, avec les limites qu'on peut y mettre, mais quoi qu'il arrive, ce que j'ai voulu montrer justement avec cette ascension, c'est qu'au dernier étage du monde, on se retrouve avec à peu près les mêmes questionnements, c'est-à-dire qui contrôle cette créature. Est-ce que même celui qui a mis des centaines de millions de dollars dans le développement de cette technologie contrôle exactement la finalité de ce qui va en être fait? Et voilà, j'ai oublié le deuxième point. Le deuxième point qui est assez évident, c'est que vous, et là je vais rebondir sur une notion dont tu parlais, Vivien, c'est que dans l'IA, dans ce monde de l'IA, avec les gens qui y travaillent, tu fais une distinction entre le digital work, qui serait un travail digital noble, de ceux qui sont ces jeunes cadres relativement privés de l'humanité, on va dire, hein, et puis ce que tu appelles, enfin ce qu'on appelle le digital labor, et tu fais allusion au fait, tu as un chapitre qui s'appelle les datas ne sont pas données, les données ne sont pas données. C'est-à-dire, oui, une intelligence artificielle, sa puissance, elle vient du nombre de données, de data qu'elle traite. Mais d'où est-ce qu'elles viennent, ces datas? Il y a plein de sources possibles, effectivement, de sources parfois professionnelles, de sources aujourd'hui massives. Enfin, si on prend par exemple l'entraînement pour les grands modèles de langage, LLM et autres modèles de fondation type, pour le dire vite, ce qu'il y a derrière ChatGPT, là a été entraîné sur des données énormes du web. Il y a une espèce de copie sur ce qui est en ligne, quoi, sur ce qui est sur le web. Mais il peut y avoir d'autres données spécialisées qui peuvent venir de tout. Enfin, finalement, il y a ce truc, il y a de la donnée qui est produite professionnellement. Vous voyez, si vous voulez entraîner un modèle à reconnaître des tumeurs, il vaut mieux pas l'entraîner sur des images prises sur Instagram, par exemple. Mais on peut entraîner un modèle avec des images il y a plein d'exemples qui ont été entraînés avec des images scrapées, donc prises, téléchargées automatiquement par des robots sur toutes sortes de sites. Et donc ce qui fait que donc, la production, y compris tout ce que vous mettez sur Internet et compagnie, peut potentiellement se retrouver, devenir de la donnée d'entraînement. Mais cette donnée d'entraînement, elle n'a pas forcément le bon format, donc il faut des petites mains pour les mettre au format, parfois pour les... C'était cette histoire des petites mains par rapport justement au cadre brillant dont tu parlais, c'est que dans l'IA, il y a vraiment les deux pôles. Hein. Il y a ces jeunes gens surpayés, surdiplômés, assez géniaux, mais dépourvus d'humanité. Et puis de l'autre côté, il y a toutes ces petites mains sous-payées. Exactement. Partout dans le monde. Sous-payés et parfois même gratuitement, parce que tu parlais même par exemple moi ça m'a frappé, vous savez quand on nous demande de reconnaître pour par exemple valider une transaction financière, coche les cases où il y a des vélos. Moi j'y arrive jamais, il faut que je le fasse 7 fois, donc je peux pas non plus être, voilà. C'est qu'ils soupçonnent que, mais au fond, comment je sais que je suis un être humain? Je n'en sais rien. Ben oui, mais en fait ça, c'est un test de Turing, hein, c'est le modèle qu'il y a derrière ça, c'est encore le test de Turing. Est-ce que vous êtes un humain? Et en fait, c'est la machine qui nous demande. Dans le test de Turing, c'est l'humain qui doit savoir s'il a affaire à une machine ou à un humain. Et dans le reCAPTCHA, bon, maintenant ils ont changé le système, etc., mais c'est le système historique. Est-ce que vous êtes un humain? Mais en fait, c'est un test de Turing inversé, puisque c'est la machine qui nous demande de prouver que l'on est humain. Et on peut jouer à la machine. C'est ça qui est intéressant avec les reCAPTCHA, c'est qu'on peut s'amuser à se faire passer pour un robot. Ah oui, on peut répondre oui, et après tout, je ne suis pas sûre. Et en plus,
serpents qui sont arrivés, parce qu'on va avoir de plus en plus besoin de ce type de test de Turing inversé, puisque avec l'IA générative, la proportion du contenu généré par intelligence artificielle va très rapidement prendre le pas sur les contenus générés par les humains en ligne. Et donc, pour ne pas réentraîner ces algorithmes sur des données qu'ils génèrent eux-mêmes, il va bien falloir qu'ils puissent savoir ce qui a été généré par un algorithme et par un humain. Et juste, je ne sais pas si vous allez dire, mais le nom d'un de ces mécanismes qui a permis d'entraîner, de taguer les fameuses données d'entraînement des IA qu'Amazon a utilisées pendant longtemps, mécanique arbitraire. Et là, notre boucle est bouclée. Je voulais quand même qu'on lise encore, qu'on lise encore un passage qui montre, c'est le passage des marshmallows, voilà, qui montre justement toute la dimension psychologique aussi qui est liée à la formation de ce cadre. Dans les années 1960, un psychologue a pris une centaine d'enfants en bas âge et leur a offert un marshmallow. Puis il leur a donné le choix. Soit tu le manges, soit tu attends 10 minutes et je t'en offre un deuxième. Sa passion pour son histoire lui donne une énergie fantasque et singulière. Un autre handicapé du savoir-être. Les enfants ont essayé de résister, mais seul un tiers d'entre eux a réussi à tenir 10 minutes. 2 tiers ont cédé à la tentation du marshmallow. Il semble attendre une réaction de ma part. À court d'idées, je lance. Un « tiens vaut mieux que 2 tu l'auras ». Justement, non, tu vas voir. Des années plus tard, ils ont revu chacun des enfants qui avaient participé à l'expérience, devenus adultes, et ils ont mesuré leur niveau de réussite, leurs résultats aux examens, leur revenu annuel, leur situation maritale. Puis ils ont répété ces mesures tous les 5 ans. Et le résultat, c'est que ceux qui avaient réussi à attendre 10 minutes réussissaient beaucoup mieux que ceux qui avaient mangé le premier marshmallow. Parce qu'ils savaient patienter pour une gratification plus grande. Leur vie était meilleure. Tu vois l'idée ? Je vois l'idée. À la sortie d'une école de commerce ou d'ingénieur, la plupart des gens obtiennent ce qu'ils étaient venus chercher. Leur diplôme leur donne accès à un vaste catalogue de modèles de réussite disponibles. Ils n'ont qu'à en choisir un, puis suivre docilement les rails jusqu'à devenir ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est différent. Personne ne devient consultant par vocation. Tout le monde est là pour une promesse implicite. Débloquer l'accès vers des postes à plus haute responsabilité, plus vite, trouver des raccourcis pour doubler ceux qui ont suivi le chemin tout tracé. La récompense arrive plus tard, mais sa valeur est démultipliée. Merci Véronique. Et là, on voit comment sont en quelque sorte dressés par l'école, hein, on en parlait tout à l'heure avec Thomas Macac, ces jeunes gens qui vont se retrouver au sommet de la pyramide dans un héritage du monde et dont on peut se demander s'ils ne sont pas prisonniers de ce siphon dans lequel ils ont commencé à mettre le doigt et qui est vide de leur substance. Prisonniers de règles du jeu, parce qu'on voit que, en l'occurrence, c'est vraiment... il y a toujours quelque chose de ludique dans l'évolution de mon personnage à travers ces mondes-là. Dans la pyramide des grades, il y a un certain nombre de notes à obtenir, donc on est vraiment à chaque fois dans une logique de jeu, et ça rejoint ce qu'on disait sur les IA du jeu, c'est-à-dire que tant que le jeu est défini selon des règles bien claires, et ça, je pense que c'est une excellente manière effectivement de fuir la complexité du réel, que de créer un nombre de catégories assez dense. Dans les cabinets, on se fait évaluer sur une trentaine de catégories chaque année qui sont toutes déclinées ensuite sous critères, etc. Et donc, c'est une belle manière, effectivement, de pousser implicitement les consultants, en l'occurrence, dans la suite de leur carrière, les futurs directeurs, décideurs, etc.,
avoir en tête implicitement ces 30 critères qui sont ceux de la réussite. Et c'est un peu voilà, comme un algorithme qui aurait optimisé sur ces 30 critères. Et ça crée du coup un ensemble de personnes. Alors, oui, vous dites vider de leur substance, tout un motif là-dessus dans le livre, hein, de comment on s'efface derrière ce personnage qui satisfait à tous ces critères de réussite. C'est aussi des personnages qui, même s'ils sont encore là derrière, ne doivent surtout pas le montrer. Et donc il y a des scènes... Je voulais qu'on lise justement un petit passage, 214, sur ce phénomène justement où ces cadres sont obligés d'abandonner une partie d'eux-mêmes s'ils veulent rester dans le game. Je fusionne avec mon personnage. Victor Laplace et Victor Newman deviennent indissociables. Je suis simultanément l'un et l'autre, comme le chat de Schrödinger. Il faut dire qu'on n'est plus vraiment dimanche soir et pas encore lundi matin. Le second fait taire la négativité du premier, ses critiques. Certes, à quelques pas de là, 3 hommes dorment en pleine rue sur un trottoir sale et humide. Et c'est parfaitement dégueulasse. Mais ce sont les règles du jeu. L'espèce dominante a privatisé toute la douceur de vivre, l'a confinée dans une enclave de la réalité, accessible sur cooptation. Si ce nectar fuitait hors de ses murs pour se déverser sur le monde, il s'y diluerait, perdrait toute son exclusivité, son goût, sa valeur. La compétition n'aurait plus aucun sens. Je ne dis pas que je cautionne, mais je comprends la logique. Et puis, j'ai accompli tant de choses ces dernières semaines. J'ai bien mérité cette récompense. Passer de l'autre côté de l'écran, dans le paradis promu par les publicités. Profiter de ces lèvres qui m'embrassent et que l'on voit tous les arrêts de bus vanter les mérites du nouveau gloss de Guerlain, tenu 24 heures, pour une bouche faussement innocente et délicieusement provocante. Me dire qu'enfin, ça y est, mon existence tient toutes les promesses des marchands de rêves et des industriels du désir. Merci Géraldine. Alors, pour terminer cette rencontre, je voulais vous demander, vous personnellement, en tant qu'être humain et pas en tant que, enfin bien sûr vous êtes des experts, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien sûr, vous n'avez pas dit que je vous poserais cette question. L'inquiétude, elle est rarement, enfin je sais pas, elle est rarement due au fait que quelqu'un nous dise « tu dois ». Elle vient toute seule. Généralement, je pense que si vous vous inquiétez, ça sert à rien que je vous dise de vous inquiéter ou pas. En fait, cette question, c'est une question qui est... Et je terminerai rapidement sur pourquoi j'ai fait ce livre-là et pourquoi je l'ai appelé « Que faire de l'intelligence artificielle ?» C'est un peu la même chose. Je ne réponds pas à la question. Je pense que la question, elle mérite de se poser, mais il faut qu'on donne les éléments pour que chacun puisse y répondre. Parce que sinon... C'est bien parce que vous n'y répondez pas dans votre livre que je vous pose la question, parce que je vous tiens là à mes côtés. Eh ben, en fait, je pense que si j'y répondais, je ferais la même erreur que je dénonce sur tous les futurologues qui se sont plantés sur l'intelligence artificielle dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire soit en étant absolument trop optimiste, soit en étant trop pessimiste, je reproduirais ce geste, à mon avis, problématique de faire de la futurologie la petite semaine. Donc je ne répondrai pas. Joker, donc. Du coup, moi non plus. Pour répondre un peu, voilà, subjectivement, je dirais que quand même, oui, ce serait une bonne chose de s'inquiéter, de se poser de bonnes questions. Mais par contre, s'inquiéter de quoi? Voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter tout de suite de l'IA générale, des scénarios Terminator, etc. Ou est-ce qu'on a des choses peut-être plus urgentes à questionner moi, je pense que c'est la question du discernement qui est centrale, c'est-à-dire on entre dans une ère de grande confusion où ça va être déjà difficilement discerner le vrai du faux avec la génération d'algorithmes précédents qui présentaient les informations
l'information un peu à la manière dont vous voulez le voir. Avec les IA génératives, on va maintenant difficilement discerner le réel de l'artificiel, le généré par un humain, le généré par une machine. Donc on va rentrer dans une ère de grande confusion. Est-ce que l'IA peut nous aider à y voir plus clair celles qui sont aujourd'hui les plus développées dans cette ère? Donc très clairement... nous remplacer et viens, tu as une tribune dans ce petit essai. En tout cas, je crois que c'était une excellente conclusion. L'IA est ce qu'elle est, mais elle a besoin de notre discernement. Voilà. Je vous remercie. Merci.